Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, je vous retrouve pour parler du sujet des réseaux sociaux dans les troubles alimentaires. C'est un sujet un peu incontournable de nos jours dont j'avais envie de vous parler depuis un petit moment et vous avez été une majorité à me dire que c'est un sujet que vous vouliez que j'aborde dans mon podcast, donc c'est parti. Les réseaux sociaux font aujourd'hui partie de la vie de la plupart des jeunes, mais en fait je dirais même de la plupart des gens. Franchement, de tout âge maintenant. Tout le monde n'est pas sur le même réseau social selon l'âge du coup, mais franchement, maintenant, c'est vraiment partie intégrante de la vie d'énormément de personnes. Et ces réseaux sociaux ont donné ces dernières années, je trouve, une nouvelle dimension aux troubles alimentaires. Je me suis souvent fait la réflexion ces 2 dernières années. Je me disais, mais si les réseaux sociaux, ils avaient été autant développés au moment où j'étais tombée malade, où je suis tombée malade, ça aurait été tellement difficile, tellement plus difficile pour moi. Et une autre réflexion aussi que je me suis faite, c'était si les réseaux sociaux avaient été aussi développés lorsque j'étais au collège, je serais peut-être tombée plus rapidement dans les troubles alimentaires en fait. Je vais paraître un peu vieille en disant ça, mais du coup, quand j'étais au collège, c'était les premières années de Facebook. Et quand je suis tombée malade, c'était le début d'Instagram, où on partageait essentiellement des photos de voyages, mais pas tant de nourriture ni de corps. Enfin, vraiment, j'ai pas l'impression que c'était vraiment à ce point-là comme aujourd'hui. Bon, du coup, là, les petites réflexions personnelles que je viens de vous donner, elles vous montrent déjà un peu ce que je pense des réseaux sociaux. Mais en réalité, j'ai plutôt un avis qui est mitigé. C'est-à-dire que j'y vois pas que du négatif, vraiment pas. D'un point de vue général, les réseaux sociaux nous permettent d'ailleurs de rester connectés avec nos amis, notre famille, notamment quand on est loin ou que notre emploi du temps ne permet pas de faire des rencontres régulières avec eux. Mais les réseaux sociaux sont aussi associés à pas mal de problématiques. Et c'est de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui, notamment avec les troubles alimentaires. Mais je vais commencer du coup par parler des dangers des réseaux sociaux dans la vie en général. Quand je dis danger, bon, il n'y a pas non plus de danger de... Enfin, pas non plus un danger... ça dépend. Ça peut devenir quand même un gros danger, mais bon, bref. Là, je voulais quand même vous parler d'abord dans un contexte de vie générale, parce que, oui, les réseaux sociaux peuvent être toxiques, mais pas que pour les personnes qui souffrent d'une maladie mentale. Au contraire, une personne qui est bien dans sa tête peut se voir avoir des problèmes de santé mentale à cause des réseaux sociaux, ou du moins ça peut les déclencher ou les empirer. Donc, premier danger, entre guillemets, les réseaux sociaux aujourd'hui nous apportent tout très vite. On a vraiment tout à portée de main. Dès qu'on a quelques minutes, que ce soit dans les transports, dans une salle d'attente, en attendant n'importe quoi, on est beaucoup quand même à prendre notre téléphone et à ouvrir l'appli d'un réseau social parce que c'est facile, ça occupe notre temps. Ça nous permet de pas penser aussi à peut-être des choses qu'on n'a pas envie de penser. Donc, on va regarder des vidéos, des posts, etc. Et on y reste bien plus que quelques minutes parfois. Je sais pas si ça vous avait déjà arrivé de vous dire, bon allez, je fais un tour genre 5 minutes, par exemple, avant d'aller dormir. Pire move, mais bon, même moi je le fais. Et puis finalement, 3 quarts d'heure plus tard, vous y êtes toujours. Et souvent, quand on fait ça, on a vraiment cette sensation d'avoir perdu du temps en fait. Ou de ramollir son cerveau. Je dis on vraiment parce que je me compte dans le lot. J'ai un exemple. L'autre fois, donc, il y a pas longtemps, je me suis dit, allez, je vais sortir de chez moi, bosser dans un cowork, sortir me balader, etc. Sauf que juste avant de faire ça, je me suis dit, je vais faire un petit tour sur des réels, je vais me poser dans mon canapé. Et finalement, mais j'y ai passé un temps fou. J'y ai perdu toute ma motivation. Et en fait, je suis restée enfermée chez moi avec une concentration minimale. Donc, je vais pas passer l'après-midi sur mon portable, mais au final, j'ai pas eu envie de sortir, alors qu'à la base, j'étais motivée pour ça. Et je suis restée chez moi. Et en fait, même si on n'en a pas conscience sur le moment même, l'un des premiers points, c'est que les réseaux sociaux impactent notre motivation, notre concentration et de surcroît notre estime de soi. Parce que moi, ce jour-là, j'étais dégoûtée en fait. J'étais dégoûtée. Je sais pas comment expliquer, mais je me disais franchement, j'ai même pas de motivation. J'ai même pas été capable de sortir de chez moi quoi. Et d'ailleurs, là, je vous parle d'estime de soi. Une autre raison pour laquelle les réseaux sociaux impactent l'estime de soi, c'est à cause de la comparaison. C'est le danger un peu numéro 2. C'est une notion que je vais parler d'autant plus dans la suite de cet épisode, quand je vais parler spécifiquement des troubles alimentaires.
Mais déjà, chez énormément de gens, les réseaux sociaux engendrent de la comparaison. Et même chose, on s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais les contenus que l'on peut voir engendrent de la comparaison à nos valeurs, à notre apparence, à notre emploi du temps. Parfois, ça dépend aussi l'âge qu'on a et où on en est dans sa vie, mais je sais qu'il y a des personnes qui culpabilisent de voir des familles parfaites, des mamans parfaites, ou des personnes qui semblent tout réussir dans tous les aspects de leur vie. Donc évidemment que ça pousse à culpabiliser. La réalité, c'est que autour de moi, que je connais vraiment bien, c'est-à-dire que c'est pas des on-dit ou c'est pas, une apparence, mais en fait, je connais vraiment personne qui gère toutes les parties de sa vie. C'est pas possible d'être parfait, en fait. La perfection n'existe pas et en fait, c'est que sur les réseaux sociaux qu'on nous montre ça et d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont des vies, en apparence parfaites, parce qu'en plus de ça, bah, ça reste que de l'apparence, ça reste des réseaux sociaux, mais souvent, c'est des influenceurs, des influenceuses qui ont une si grande communauté que leur gagne-pain, en fait, c'est justement de filmer leur lifestyle. Donc, en fait, ces personnes-là, elles ont toute leur journée pour tout faire, en effet, mais elles sont que quelques personnes dans le monde entier, quoi. Et en plus de ça aussi, les réseaux sociaux peuvent créer une frustration de se dire: «Bah, pourquoi moi je voyage pas autant? Pourquoi, sur moi les vêtements ils me vont pas, aussi bien? Pourquoi moi j'ai pas autant de bijoux dans mon armoire? Pourquoi, moi j'arrive pas à faire autant?» et cetera. Et puis pour certaines personnes, il peut aussi y avoir une comparaison due aux chiffres. Donc maintenant, je sais que les réseaux sociaux ont un peu évolué, enfin, notamment Instagram, où on a la possibilité de cacher bah, le nombre de likes, le nombre de commentaires, etc. Mais il y a notamment maintenant les réels sont vachement plus développés et il y a le nombre de vues et ça, ça peut être, bah voilà, enfin, même si on ne le voit plus, la personne qui fait un post, elle le sait combien elle a de likes, combien elle a de partages, combien elle a de vues et ça peut être culpabilisateur, rien que le nombre de followers, parce que ça, pour le coup, on le voit. Elles peuvent se sentir moins bien, ces personnes-là, selon le nombre de réactions qu'elles vont recevoir à un post. Un autre point sur l'impact des réseaux sociaux dans la vie des gens en général, c'est aussi qu'il y a une grosse désinformation. Il y a énormément de contenus qui balancent des informations qui ne sont pas vérifiées, mais où la personne qui le dit, elle a une telle conviction dans sa façon de s'exprimer que tout le monde y croit en fait. Et parfois, ça crée des réactions ultra violentes où des gens dépensent une énergie considérable à exprimer leur opinion, etc., sur un post où l'information de base n'est pas vérifiée. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui vont faire des posts avec des informations choquantes, justement, pour faire réagir. Parce que c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. C'est comme ça qu'en fait, on fait du buzz. Mais ça craint. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont zéro éthique morale. Juste, leur but, c'est de faire du buzz, en fait. Ils s'en foutent de savoir si l'information elle est vraie, tant que ça fait des vues. Donc parfois, en fait, vous culpabilisez peut-être pour des contenus qui sont totalement faux, totalement irréels. Donc voilà, je pense que j'ai donné déjà quelques petits points qui montrent à quel point les réseaux sociaux peuvent être toxiques. Et encore, je n'ai pas parlé du cyberharcèlement où bah, des gens se permettent d'insulter les autres sous prétexte qu'ils sont protégés par un pseudo et un écran. Et ça peut aller vraiment très loin. Et c'est pour ça, au tout début de l'épisode, j'ai parlé de danger, puis j'allais minimiser le terme danger parce que j'allais vous dire, bon, il n'y a pas non plus de danger de mort, mais malheureusement, bah, on sait que, notamment chez les jeunes, les collégiens, etc., il y a déjà eu des cas de suicide à cause du cyberharcèlement. Donc vraiment, ça peut aller loin, c'est vraiment très grave. Et vraiment, les gens qui harcèlent sous le prétexte que ben, c'est des réseaux sociaux et que c'est pas la vraie vie, bah, en fait, ces gens-là, ils oublient que derrière ces insultes, elles s'adressent à des vrais humains, quoi. Je vais maintenant me concentrer sur la partie réseaux sociaux et troubles alimentaires, puisque c'est quand même le sujet de cet épisode. Mais je voulais vous montrer que déjà, ben, d'une façon générale, si vous, ça vous impacte, sachez que ça impacte déjà beaucoup de monde. Et donc encore plus quand on a des troubles alimentaires, je trouve. Pour préparer mes épisodes de podcast, j'aime bien souvent vous demander votre avis sur Instagram en amont. Comme quoi, bah, les réseaux sociaux peuvent être un outil utile dans certains cas. Mais je le dis vraiment, je ne blâme pas à 100%. Sinon, je ne serais pas moi-même sur Instagram et je ne produirais pas du contenu. Mais du coup, j'ai fait un sondage et je vous ai demandé votre relation avec les réseaux sociaux. Et vous avez été seulement 7% à me dire que vous trouvez que les réseaux sociaux vous aident, contre 19% à me dire que ça vous rendait mal, plus que ça ne vous faisait du bien. Et la majorité, donc le reste, a répondu ça m'aide, mais parfois ça me rend mal. Donc c'est bien ce que je dis, c'est que ça peut être bien les réseaux sociaux, mais il y a quand même pas mal de dangers et de toxicité. Et du coup, je vous ai demandé les raisons de ce qui vous rendait mal dans les réseaux sociaux et vous avez été énormément à me parler de la comparaison. Donc le danger numéro 1 entre TCA et réseaux sociaux, que je vous ai aussi parlé juste avant,
Ouais, c'est vraiment les déclencheurs, en fait, à la comparaison. Vous avez vraiment été nombreux à m'avoir partagé le fait que les réseaux sociaux engendrent chez vous beaucoup de comparaisons parce que, en fait, les réseaux sociaux pullulent de publications sur la perte de poids, les régimes qui sont souvent déguisés par, le terme de rééquilibrage alimentaire d'ailleurs et des posts qui véhiculent des images corporelles avec des idéaux qui sont complètement irréalistes. Il y a une abonnée qui m'a répondu quand j'ai demandé, «Qu'est-ce qui vous rend mal?» Elle m'a dit les publications sur la nourriture et le sport et l'interprétation qu'en fait la maladie. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent. C'est-à-dire que déjà, chez beaucoup de personnes, ça pourrait engendrer de la comparaison, comme je vous ai dit juste avant. Mais quand vous souffrez de troubles alimentaires, il y a aussi l'interprétation de la maladie qui va vous dire t'as vu, toi, t'en fais pas assez. Ou t'as vu, ces personnes-là, elles mangent vraiment moins que toi ou elles font plus de sport, donc tu devrais faire pareil. Et c'est ça qui est vraiment difficile, c'est que moi, je me souviens, enfin, aujourd'hui, par exemple, j'arrive à prendre un énorme recul sur les publications que je vois et même, je vais vous dire, je ne les vois même plus, ces publications-là, parce que aussi mon algorithme a bien évolué depuis, je vous en parlerai après, mais en tout cas, je pense aussi que j'ai vachement plus, le recul, la facilité de prendre du recul par rapport à ces contenus-là parce que je ne suis plus biaisée par la maladie. Souvent, je vous dis que la maladie, c'est un peu comme un virus dans votre cerveau, un peu comme un brouillard qui vous empêche de réfléchir convenablement, de raisonner convenablement. Et en fait, du coup, vous traitez pas, selon moi, hein, enfin, c'est pas quelque chose pour dire vous faites moins bien, parce que moi, quand j'étais malade, j'étais exactement dans le même cas que vous. C'est-à-dire que j'étais sous-alimentée. Il y avait en plus la maladie qui avait ce brouillard autour de ma tête, autour de mon cerveau, qui m'empêchait de traiter, on va dire, correctement les informations et de raisonner et de prendre du recul par rapport à ça. Un danger numéro 2 des réseaux sociaux dans le cadre des troubles alimentaires, c'est les déclencheurs à des comportements de la maladie. Parce que le problème, c'est que toute cette comparaison, elle engendre des comportements malsains de la maladie. C'est-à-dire que ces posts sont de véritables déclencheurs pour vous. Par exemple, si c'est des publications sur la nourriture, ça peut vous inciter à manger moins. Combien d'astuces, je mets des gros guillemets sur astuces, parce que c'est n'importe quoi ces astuces-là, il y a sur les réseaux sociaux pour mincir, pour dépenser des calories. Et c'est tellement malsain, parce qu'en fait, on vous apprend surtout à vous déconnecter de votre corps, alors que vous avez déjà du mal à être connecté à ses besoins. Et il y a aussi des déclencheurs lorsque vous voyez d'autres personnes faire du sport ou juste le corps d'une autre personne, ça peut vous donner envie juste de perdre du poids en fait. Il y a une personne aussi qui m'a dit, quand j'ai demandé qu'est-ce qui vous rend mal, elle m'a dit il y a certains postes de diététiciens qui présentent des aliments comme mauvais alors que moi, je les consomme. Et ça, c'est vrai que j'en vois souvent. Donc, même chose, enfin, je peux comprendre en fait que ça peut culpabiliser de fou quand tu vois que c'est un aliment que toi t'intègres et qu'en fait, un diététicien, en plus un professionnel qui le critique, ben, c'est super dur. Et ça, je comprends à quel point c'est culpabilisant alors que vous avez déjà tellement de croyances erronées sur les aliments, vous n'en avez pas besoin d'en avoir en plus, quoi. Un danger numéro 3, c'est vraiment, spécifiquement la communauté troubles alimentaires. Alors, je vais m'exprimer là-dessus parce que c'est pas, un danger forcément à 100. Je vous ai parlé là des réseaux sociaux en général, mais dans les troubles alimentaires, il y a une particularité aussi, c'est qu'il y a vraiment une communauté troubles alimentaires et dans cette communauté, on va dire qu'il y a 2 types de contenus. Il y a les contenus éducationnels qui sont là pour aider, donner des conseils dans votre guérison et il y a les contenus des personnes qui sont en guérison elles-mêmes. Alors, toutes ces personnes ne vont pas partager les mêmes contenus, mais il y a certains comptes qui partagent des posts où, en fait, enfin, ces personnes-là ressentent le besoin de partager ce qu'elles mangent, ce qu'elles ont accompli comme défi, peut-être parler de leur hospitalisation, de leur variation de poids, etc. Peut-être que pour eux-mêmes, c'est une source de motivation, peut-être que pour d'autres, c'est une source d'inspiration. Mais je pense que malheureusement, pour beaucoup, c'est source de comparaison. Donc, il y a une part de comparaison aux gens en général sur les réseaux sociaux, mais peut-être que la comparaison à d'autres personnes malades, donc à d'autres comptes de personnes qui souffrent de la même maladie que vous, ça peut être d'autant plus dangereux. Moi, je me souviens que lorsque j'étais malade, j'étais presque rassurée de voir que j'allais moins bien que d'autres, comme si j'étais davantage légitime, alors que c'est complètement débile, hein. Mais ça me rassurait parfois, et c'était la maladie qui me faisait croire ça, évidemment, parce que c'était totalement un leurre. Mais si je voyais quelqu'un qui me semblait plus en difficulté que moi, ça m'arrivait par exemple quand j'étais en hôpital de jour, je culpabilisais et ça pouvait me ralentir dans mes avancées de la guérison. Sauf que ça restait quand même dans un cadre médical où je pouvais en parler tout de suite à un professionnel, à une infirmière. Enfin voilà, je voyais en plus la personne en vrai. Alors que là, vous, enfin, si ça vous arrive, vous allez vous comparer à des photos, à des messages derrière un écran et je pense que vraiment ça peut être dangereux en fait. Ça peut être un trigger qui vous ralentit dans votre guérison.
Je vais faire un micro-focus sur TikTok. Il y a une personne qui m'a dit que son déclencheur sur les réseaux sociaux, ce sont les filles sur TikTok qui romantisent les troubles alimentaires. Alors TikTok, moi, je connais vraiment beaucoup moins. C'est vraiment moins de mon âge. J'ai vraiment l'impression d'être vieille en disant ça. Mais c'est vrai qu'une fois, j'avais été voir, il y a genre un an, je crois. J'avais été voir ce qui se faisait sur TikTok en termes de troubles alimentaires. Et j'avais été assez choquée, en fait, de voir beaucoup de contenu, en effet, qui semblait romantiser la guérison, la réalimentation, les hospitalisations. Et j'avais trouvé que certains contenus étaient vraiment malsains et n'aidaient absolument pas, en fait. Surtout qu'il me semble que la communauté TikTok est en effet plus jeune que sur Instagram, par exemple. Et être confronté à ce genre de contenu, ben, ça peut vraiment être dangereux pour eux, je trouve. Donc voilà, après, encore une fois, je connais pas assez TikTok et ça se trouve, toi qui m'écoutes, tu suis des comptes sur TikTok qui t'aident ou toi-même, tu as un compte sur TikTok qui aide les gens et tout. Donc encore une fois, ce que je dis là, c'est certains comptes, c'est pas tous les comptes. Mais ça existe et du coup, il faut être vigilant. Un autre danger, ou enfin plutôt un autre point, je voulais vous parler de la mention TW. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette mention dans certains posts. C'est pas seulement réservé aux troubles alimentaires, mais TW, c'est l'abréviation de Trigger Warning, qui signifie en anglais trigger, donc c'est déclencheur, warning, c'est avertissement. Donc ça veut dire que le contenu peut contenir un déclencheur pour la personne qui va le lire, ce contenu. Donc en fait, c'est un avertissement pour dire que le post peut contenir des informations qui vont vous faire vous sentir mal. Le fait de mettre cette mention TW, ça permet un peu aux créateurs de contenu de se dédouaner de toute responsabilité en disant bah c'est vous qui faites le choix en fait de vous y confronter. J'ai moi-même déjà utilisé cette mention il y a longtemps, franchement je dirais en 2021, mais courant 2022, j'ai lu une étude américaine qui disait qu'en fait que le fait de mettre cette mention, ça attirait d'autant plus les gens à consulter ces contenus-là. C'est vrai que souvent quand on dit, si là je vous dis ne pense pas à un éléphant, ben enfin, tu vas plus facilement y penser que si je n'avais rien dit, quoi. Donc ça, c'est un peu l'être humain et ce truc de ne pense pas à un éléphant, c'est assez connu comme expérience. Donc c'est vrai qu'en fait, par rapport à ça, je sais pas trop ce qui est le mieux. Est-ce que vaut mieux ne pas mettre cette mention ou vaut mieux le mettre quand même? Mais en tout cas, moi, je vous le dis à vous, je vous conseille vraiment de faire attention quand vous voyez cette mention-là, trigger warning, TW, même si vous êtes attiré, peut-être ne le lisez pas. Vraiment, sauf si c'est vraiment, un sujet sur lequel vous n'avez pas d'informations et que vous voulez, vraiment, bah, vous êtes en recherche d'informations sur ça. Mais si en plus vous êtes pas bien et cetera, vraiment regardez pas. Parce que, enfin voilà, je pense que ça peut parfois vous faire cogiter encore plus ou vous ramener des idées noires ou enfin vous mettre pas bien, en tout cas ça ne vous aide pas. Personnellement, moi je ne mets plus cette mention du coup trigger warning, mais en fait je fais surtout très attention à ne pas parler de choses qui pourraient être trigger pour ma communauté. Et je voulais d'ailleurs vous parler de ce que je pense de la sensibilisation aux troubles alimentaires sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, je trouve ça positif, je participe moi-même à ça. Ce que je trouve bien dans le fait de sensibiliser aux troubles alimentaires, bah, c'est le fait d'ouvrir la parole sur des sujets qui sont encore pas assez connus ou du moins mal compris du grand public. C'est le fait aussi de donner la parole aux personnes malades, puisque c'est elles qui en parlent le mieux. Et c'est le fait que ça peut aider des personnes malades à se sentir, bah, moins seules, mieux comprises et peut-être même, avoir des prises de conscience. Mais par contre, je pense que comme partout, il y a des choses qui peuvent ne pas aider. Je pense notamment aux posts comme, X choses que j'ai faites, lorsque je souffrais des troubles alimentaires ou, X choses, que mon trouble alimentaire m'a fait faire ou, X comportements qui ont, aggravé mes troubles alimentaires, enfin des trucs comme ça. Parfois ça peut être bien parce que ça permet, bah, voilà, encore une fois, comme je dis, aux personnes de se sentir, mieux comprises, d'avoir des prises de conscience parce qu'ils avaient peut-être pas conscience qu'en fait ça provenait du trouble alimentaire ou, ça peut permettre aussi de, voilà, de se sentir moins seul. Mais parfois, je pense que dans certains cas, ça donne aussi des exemples de comportements malsains. C'est presque, entre gros guillemets, «des astuces pour la maladie». Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les personnes qui partagent ça, évidemment, ne le font pas du tout, dans ce sens-là, pour donner des astuces pour la maladie. Elles pensent pas du tout à mal, ces personnes-là. Mais je pense vraiment que parfois ça alimente plus le côté maladie en vous. Je sais pas ce que vous en pensez de ça et si vous comprenez ouais ce que je veux dire. N'hésitez pas vraiment à me dire, ça m'intéresse. Mais peut-être que, bah, en lisant ces posts-là, vous pourriez vous dire: «Tiens, elle a fait ça et moi je l'ai pas encore fait» ou «Je l'ai jamais fait, c'est peut-être que je suis moins malade» ou, «Tiens, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça pour dépenser plus de calories». La personne qui l'a écrit, si elle est passée par les troubles alimentaires et qu'elle en est sortie, elle a vraiment une prise de recul sur ses actions du trouble alimentaire. Alors que la personne qui le lit, elle a peut-être pas encore la prise de recul nécessaire et ça peut du coup être néfaste.
Donc je pense qu'il y a certains contenus qui sont parfois très trigger, alors qu'à la base ils étaient là pour aider. Mais après, c'est vrai que ça peut être trigger pour certaines personnes alors que ça ne l'est pas pour d'autres. Et je pense que c'est la responsabilité de chacune des personnes qui créent du contenu de savoir si ça pourrait heurter sa communauté ou non. C'est la responsabilité de chacun de savoir où mettre des limites. Par exemple, moi, je ne publie jamais de contenu avec de la nourriture, que ce soit en post ou en story, parce que, en fait, je me dis que ça pourrait être trigger pour certaines personnes. Peut-être que c'est pour une infime partie de ma communauté, mais je préfère pas le faire parce que je pense à ces personnes-là. Moi, je pense qu'il y a eu des périodes dans mes troubles alimentaires où si j'avais vu une personne, enfin, si je regardais de la nourriture, en fait, ça pouvait alimenter, genre je mangeais par procuration en regardant des photos de nourriture, ou alors ça aurait pu déclencher une crise chez moi, enfin une compulsion. Donc voilà, je préfère pas partager de nourriture parce que je trouve que la nourriture c'est trop trigger et trop touchy comme sujet dans les troubles alimentaires. Après évidemment pour une personne qui est diététicienne c'est totalement différent puisque cette personne-là elle est enfin, généralement, elle apporte des contenus qui sont en lien avec la nourriture, mais pour voilà, justement vous faire évoluer votre mentalité sur les croyances erronées que vous avez sur la nourriture, etc. Mais voilà, moi en tout cas, je me sens pas légitime d'en parler vu que c'est pas mon métier. Et puis en plus de ça, comme je vous dis, je pense que ça peut être trigger. Alors qu'il y a d'autres comptes qui en partagent en fait des contenus sur la nourriture et c'est sans doute inspirant pour une partie de leur communauté. Je veux dire, c'est pas parce que moi je fais ça, que je fais ce choix de ne pas en parler, que c'est mal. Mais c'est vrai que moi, je me pose toujours énormément de questions quand je fais un contenu parce que je veux vraiment aider et pas porter préjudice. Et je trouve que ça demande de prendre beaucoup de précautions, de me souvenir quand j'étais malade, comment j'aurais reçu cette information. Pour vous dire, ça m'est déjà même arrivé de rédiger tout un contenu pour finalement l'effacer au cas où ça serait néfaste pour quelques personnes. Et encore, c'est grave possible aussi que j'ai déjà publié des contenus qui aient été problématiques pour vous. Et je vous assure que je m'en excuse profondément. J'essaie vraiment de faire de mon mieux. Mais c'est aussi ça le problème en fait avec les réseaux sociaux, c'est qu'on s'adresse à une communauté de plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Donc forcément, on ne peut pas prendre en compte les problématiques spécifiques de chaque personne qui nous suit, puisque évidemment, on ne connaît pas toutes les personnes personnellement. Et c'est là où il faut vraiment savoir prendre du recul en tant que lecteur, utilisateur, de se dire ça ne m'est pas forcément adressé spécifiquement. Et c'est là où je vous dis que dans les troubles alimentaires, je pense que parfois c'est difficile d'avoir cette prise de recul-là parce qu'on se sent vite visé, entre guillemets, alors que peut-être ça ne vous concernait pas ou voilà. Par contre, en tout cas, il y a quand même une partie sensibilisation des troubles alimentaires que je n'aime pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est quand ça vient de la part des influenceurs, des influenceuses qui vendent des programmes de perte de poids, de régime toute l'année et qui savent que évidemment, ça a des conséquences d'amener les gens à faire des régimes, à se déconnecter de ses besoins, etc. Donc, pour se donner bonne conscience, en tout cas c'est mon avis, de temps en temps, ces personnes vont faire un post de sensibilisation pour les TCA. Et je trouve vraiment personnellement que c'est pas crédible, puisqu'en fait, ils font partie des personnes qui publient du contenu qui envenime le mal-être des personnes qui ont des troubles alimentaires. Pour moi, tu peux pas parler de perte de poids toute l'année, puis une semaine par an parler de troubles alimentaires. Tu peux pas faire de la prévention des troubles alimentaires tout en favorisant les régimes. Un autre danger des réseaux sociaux dans le cadre des troubles alimentaires, c'est le dernier danger, après je passe à la partie conseil. Mais du coup, ce danger, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes pour qui les réseaux sociaux, ça leur fait du bien, et je peux comprendre, c'est qu'ils trouvent en fait dans les réseaux sociaux un refuge. On le sait, les troubles alimentaires, ils ont tendance à éteindre la vie sociale, à renfermer la personne sur elle-même, et les réseaux sociaux offrent des contacts sociaux derrière un écran qui propose du coup beaucoup moins de barrières pour la personne qui est malade. Et certaines personnes, ça peut les aider à renouer avec des amitiés, à se sentir moins seules, à être avec d'autres personnes. Et vraiment, encore une fois, je comprends. Alors moi, j'ai eu la chance, vraiment la chance, je le reconnais, avec beaucoup de gratitude, que j'ai eu la chance d'être entourée dans ma guérison. Donc, je peux pas me mettre à 100% à la place de ces personnes-là, mais je voudrais quand même vous dire que même si, enfin, là, je vous dis pas arrêtez tous les réseaux sociaux, ne nouez absolument pas d'amitié, etc. sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout ce que je dis parce que, encore une fois, je pense que pour certaines personnes, ça peut les aider et qu'il y a vraiment des amitiés, des relations qui peuvent naître sur les réseaux sociaux. Mais attention quand même à ne pas vous enfermer exclusivement aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et une partie de la guérison, elle consiste justement à renouer avec la vraie vie. Mais ça, je vais en parler plus dans la partie conseil, mais je voulais quand même le dire en petit danger potentiel. Du coup, je vais vous parler maintenant des conseils pour une utilisation plus positive des réseaux sociaux.
Donc, ces conseils, ils peuvent s'appliquer, en fait, à une personne qui souffre de troubles alimentaires, mais pas que. J'ai pas mal parlé de danger juste avant, mais je voudrais quand même rappeler que, franchement, oui, les réseaux sociaux, ça peut aider, mais comme je l'ai dit, à se sentir moins seul, à être mieux compris, à trouver des contenus éducatifs qui peuvent vous aider à mieux comprendre la maladie, à rester, en lien avec vos proches, à maintenir, un minimum de vie sociale. Mais je vais vous donner quand même quelques conseils pour vraiment les utiliser de la façon la plus positive possible. Sachant que moi-même, j'essaye d'appliquer certains de ces conseils et certains jours, je n'y arrive pas et c'est pas grave. C'est normal d'avoir des jours de moins bien. J'en parlerai justement dans l'épisode que je ferai sur le burn-out de la guérison. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de suivre les bons comptes TCA. Donc c'est un conseil qui revient quand même assez fréquemment, vous avez déjà dû entendre, mais suivre les bons comptes, c'est-à-dire que dès que vous voyez un contenu qui vous trigger, donc qui vous déclenche, qui vous met mal, et que vous remarquez peut-être que c'est pas la première fois que ce compte poste des contenus qui vous dérangent, bah, désabonnez-vous. Faire du tri, ça fait du bien, vraiment. Moi, je me souviens qu'à la fin de mes troubles alimentaires, je suivais pas mal de comptes recovery, mais aussi des filles fit girl qui partageaient des recettes avec les calories, etc. Et dans ma tête, je me disais, non, mais en fait, c'est pour me donner des idées, pour élargir mes possibilités de repas, etc. Mais en réalité, ça me maintenait dans cette mentalité de il faut associer des calories à la nourriture. Et un jour, je me rappelle, c'est un soir, mon copain, il m'a regardé faire en fait. Et il m'a dit, mais regarde, tous les soirs, tu regardes ton feed Instagram et il y a que de la bouffe. Et il avait raison. Et ça a été vraiment dur pour moi de plus suivre ses comptes. C'est pas ce soir-là d'ailleurs que j'avais arrêté, mais dans les jours après, parce que ça m'avait fait un électrochoc, ce qu'il m'avait dit. Et ça avait été vraiment dur, mais puisque c'était vraiment presque devenu dans ma routine en fait, de tous les soirs checker ça. Et un jour, j'ai tout défollow et vraiment, ça m'a fait du bien. Je veux dire que vraiment, ça a été un pas en plus dans ma guérison, un vrai grand pas qui a fait la différence pour moi en tout cas. Et à l'inverse, je vous invite à suivre évidemment des comptes troubles alimentaires qui vous aident, qui partagent des choses plus éducatives sur le sujet. Évidemment, je vous parle de mon compte norain.noflower où je partage plein de posts qui répondent à des questions que vous vous posez, mais pas que. Mais il y en a vraiment plein d'autres aussi qui existent et qui sont vraiment chouettes. Donc n'hésitez pas à enregistrer d'ailleurs ces posts que vous trouvez chouettes pour faire vraiment en quelque sorte une utilisation utile pour que vous ayez des posts qui vous aident à portée de main, qui soient tous rassemblés au même endroit pour créer un peu comme votre base de données d'aide que vous pouvez consulter à n'importe quel moment. Un deuxième conseil, c'est facultatif, mais c'est peut-être une idée. Ayez peut-être un compte dédié TCA. Donc suivre des comptes qui vous aident dans la guérison de votre trouble alimentaire, c'est vraiment bien, mais le truc, c'est que la guérison des troubles alimentaires, c'est justement s'ouvrir à d'autres choses que la maladie. Donc c'est vrai que peut-être que parfois, ça peut vous arriver où vous êtes sur les réseaux sociaux juste pour vous changer des idées. Peut-être que enfin, vous avez réussi à décrocher quelques instants du monde des troubles alimentaires et là, bim, l'algorithme qui a remarqué que c'est un sujet qui vous intéresse, il vous met des infos sur les troubles alimentaires. Et parfois, vous avez juste pas envie de ça ou enfin, d'un coup, ça vous replonge en 2 secondes dans le monde de la maladie, même si c'est sur des postes de la guérison, enfin, qui vous aident dans la guérison. Peut-être que parfois, vous avez juste envie de vous changer des idées et ça vous maintient constamment dans ce monde-là, quoi. Donc quand je vous dis d'avoir un compte qui est dédié TCA, c'est pas forcément un compte, enfin, je vous dis pas, faites un compte où vous partagez vos avancées, vos repas, et cetera, pas du tout. Je vous parle d'un compte où, en gros, c'est un compte spécifique où vous ne suivez que ces comptes-là qui vous aident. Le but de ce compte exclusivement TCA, c'est que en fait, ce soit vous qui choisissez quand vous allez voir des posts à ce sujet. C'est pas l'algorithme qui décide de vous mettre ça sous le nez à n'importe quel moment. Et en plus, c'est très facile de swiper d'un compte à l'autre, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Ils vous redemandent pas de mot de passe ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est à vous de voir, mais ça peut être un conseil qui est intéressant, que je pense que j'avais déjà donné dans d'autres épisodes. Un troisième conseil, c'est de diversifier les comptes que vous suivez. Notamment si vous gardez un compte unique, donc sans avoir un compte spécifique dédié au TCA. Diversifier les comptes que vous suivez, c'est-à-dire ne pas suivre uniquement des comptes troubles alimentaires. Donc ça, je vous parle pour votre compte général, vraiment. Essayez de diversifier avec des comptes qui parlent, je sais pas, d'humour, de décoration, de calligraphie, de lecture, de voyage, d'animaux. Enfin, en fait, ça va dépendre de ce qui vous plaît. Mais si vous suivez que des figures, des comptes recovery, des comptes qui parlent de recettes, enfin, qui ont forcément un lien plus ou moins avec votre trouble alimentaire, de près ou de loin, une fois de plus, ça va vous maintenir dans l'univers de la maladie. Et c'est plein de triggers que la maladie, elle peut facilement utiliser contre vous. Et un quatrième conseil qui est toujours en lien, c'est en fait de réinitialiser votre algorithme. Si vous avez décidé d'avoir un compte TCA et que votre compte de base, il est déjà plein de contenu TCA, puisque en fait, c'est ce que vous consultiez à la base,
et que vous en avez marre de voir plein de contenu sur les TCA, puis comme je vous dis, c'est mieux diversifié, il faut manipuler votre algorithme. L'algorithme des réseaux sociaux, il fonctionne de la façon suivante. Au plus vous montrez de l'intérêt à un contenu, au plus l'algorithme sait que ce genre de contenu vous plaît et il va donc vous mettre en avant des contenus similaires. Donc, comment vous montrer de l'intérêt à un contenu? En le likant, le partageant, le commentant et en le regardant. Et ça, c'est quelque chose qui devient très important. C'est ce qu'on appelle le watch time. Donc, c'est le temps où vous allez regarder un contenu. Si votre algorithme remarque que vous passez ne serait-ce que 2 secondes de plus à lire un contenu sans le lire, en fait, parfois votre attention reste 2 secondes de plus sur un contenu qui parle de perte de poids ou d'alimentation, même si vous ne l'avez pas liké, vous avez fait aucune interaction, donc pas commenté, rien, et lui, il enregistre que ce contenu va vous intéresser. Donc, comment manipuler votre algorithme? En vous forçant, au début, à regarder du contenu différent et à swiper très vite les contenus que vous ne voulez plus voir. Et ça, rien que le faire déjà 10 minutes, ça va suffire à manipuler votre algorithme et pour qu'il ne vous montre plus ce genre de contenu que vous ne voulez plus voir. Mais évidemment, il ne faut plus montrer d'intérêt pour les contenus qui parlent d'alimentation et de TCA pour plus l'avoir dans votre feed, en fait. Ça, comme je vous le disais, moi, je pense que je le réserverai à un compte spécifique, comme je vous avais dit en conseil plus tôt. Un 5e conseil, c'est de vous protéger des contenus inappropriés. Alors là, je vais surtout vous parler d'Instagram, parce que comme je vous disais, TikTok, je l'utilise peu, donc je ne connais pas assez. Mais sur Instagram, vous pouvez faire quelques manipulations pour vous protéger, entre guillemets. Alors ça ne marche pas à 100%, mais ça peut déjà réduire, je pense. Donc déjà, s'il y a un contenu, n'importe lequel, qui vous dérange, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points à la verticale à droite de la publication et cliquer sur masquer. Au moins, si vous ne souhaitez pas vous désabonner, vous verrez plus les publications de cette personne et elle ne le saura pas, rassurez-vous. Et ensuite, surtout, rendez-vous sur votre profil Instagram. Quand vous cliquez sur les 3 barres latérales à droite, vous arrivez sur paramètres et activités. Normalement, vous êtes directement sur paramètres et activités. Tout en haut, ce sera écrit. Et là, vous avez une barre de recherche. Dedans, vous écrivez pub, donc PUB. Et là, ça va vous mettre différents choix et vous sélectionnez sujet publicitaire. Vous cliquez dessus et là, vous avez une nouvelle fois une barre de recherche. Vous cliquez sur la barre de recherche et là, automatiquement, ça va vous proposer différents sujets, dont tout en bas, il y a contrôle du poids corporel. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez voir moins. Voilà. Et dans la barre de recherche, vous pouvez mettre d'autres termes, mais il faut parler en anglais. Par exemple, pour régime, vous mettez diet, donc D-I-E-T. Et vous pouvez faire la même chose, voire moins, sur d'autres sujets, en fait, que vous voulez moins voir. Donc, d'expérience, ça marche pas à 100% de ce qu'on m'a dit, mais ça permet normalement de limiter un peu. Un 6e conseil, c'est de prendre du recul. Prendre du recul vraiment vis-à-vis des réseaux sociaux. Bon, je sais que c'est pas toujours simple, j'en avais parlé juste avant, mais vraiment garder en tête que les réseaux sociaux, c'est clairement pas la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'un instant qui est capturé. Vous savez pas ce qui se passe avant la photo, ni après, ni même avant un réel, ni même après. Surtout que les réels, je trouve que c'est encore plus trompeur parce que c'est des vidéos, donc on a vraiment l'impression que c'est la vraie vie. Mais c'est pas le cas. Une personne, elle peut sembler avoir un mode de vie très sain, mais en fait être très malade psychologiquement. Sauf que la souffrance psychologique, elle ne se voit pas en photo. Et même chose, d'expérience, en vrai, c'est souvent ceux qui affichent le plus sur les réseaux sociaux qui ont le plus de souffrance, et pas forcément ceux qui ont la plus belle vie, entre guillemets. Comme s'il fallait prouver que leur vie était bien, en fait. Sur mes réseaux sociaux personnels, je dois poster genre une photo par an, voire tous les 2 ans en vrai. Et pourtant, je suis pas malheureuse. J'ai plein de trucs dans ma vraie vie où je me dis: «Ah mais ça, je pourrais grave le montrer, le partager et cetera». Mais sauf que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, encore une fois, et je préfère vivre ces choses à fond plutôt que tout le temps montrer. Ça veut pas dire que ceux qui postent souvent, c'est pas bien, chacun ses choix, encore une fois, mais c'est juste pour dire que c'est pas forcément corrélé, c'est clairement pas même corrélé avec, à quel point, votre vie est bien ou non. Et c'est important aussi de prendre du recul et de se faire un esprit critique vis-à-vis des contenus que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça aussi, je trouve vraiment que ça fait partie de la guérison. Quand vous voyez par exemple des contenus qui prônent des régimes, des pertes de poids, des produits minceurs ou quoi que ce soit, gardez bien en tête que bien souvent, ces contenus, ils jouent sur les émotions et les peurs des gens pour vendre quelque chose derrière. Comme je disais, il y a bien des contenus où ils se foutent de savoir si les informations sont vérifiées tant qu'ils font le buzz et qu'ils vendent derrière. C'est une triste réalité, mais du coup, il faut vraiment prendre du recul vis-à-vis de ça. Un 7e conseil,
c'est de diminuer votre temps d'écran. Donc ça, franchement, c'est l'un des meilleurs conseils que je pourrais donner. Je l'applique moi-même et vraiment, ça m'aide énormément psychologiquement et même, en fait, vous gagnez tellement de temps en étant moins sur les réseaux sociaux et même sur l'écran en général. Personnellement, quand j'arrive, parce que encore une fois, j'arrive pas toujours à appliquer ce conseil, bah, je ressens vraiment une oppression en moi. Donc, quelques astuces pour vous aider à diminuer ce temps d'écran, bah déjà, c'est de mettre votre portable en mode silencieux, c'est-à-dire où vous ne recevez pas les notifications. Et je vous dirais même de faire en sorte que ce mode s'active automatiquement, plutôt que vous le mettiez manuellement. Parce que, quitte à l'enlever en fait manuellement si ça vous dérange. Mais par exemple, moi je sais que quand ça se met automatiquement, bah du coup j'y pense pas. Alors que si c'est pas automatiquement, bah j'ai une notification qui m'y fait penser en fait. Du coup je suis happée par ces notifications. Moi en général, il est en mode silencieux avec vraiment zéro notification jusqu'à 8 heures. Et puis en fait il est même en mode avion hein, jusqu'à ce que je me réveille en tout cas. Et puis ensuite, dès que je me lève, il y a un autre mode qui se met automatiquement que j'ai paramétré qui fait que j'ai aucune notification sauf les importantes que j'ai mis. Donc moi, j'ai mis SMS et appel. Et à 22 heures, ça repasse automatiquement en mode zéro notification. Et la nuit, encore une fois, j'enlève le mode avion. Enfin, je mets en mode avion pour les ondes en vrai, mais ça, c'est pas une obligation. Alors moi, je suis sur iPhone, donc je sais pas comment ça se fait sur Android, mais ces modes-là, vous pouvez les paramétrer dans Réglages et concentration. Et là, vous pouvez définir des programmes avec des heures ou choisir des applications dont vous souhaitez garder les notifications. Un autre conseil pour diminuer votre temps d'écran, c'est aussi de mettre votre téléphone dans une autre pièce. Donc, je sais pas, moi je travaille chez moi, donc bah, quand je travaille dans mon bureau, je vais le laisser dans le salon ou dans la chambre. Mais par exemple, dès que vous rentrez de chez vous, du boulot, eh ben, laissez-le peut-être dans l'entrée ou dans votre chambre, justement, si vous êtes dans le salon, pour pas avoir le téléphone à proximité. Et ça, vraiment, ça aide parce que bah, il y a plus la flemme d'aller le chercher ou en fait, juste le fait de ne pas le voir fait que vous n'y pensez pas, quoi. Alors que s'il est à portée de main, bah, la tentation, elle est plus grande. Et après, un autre conseil, c'est que vous pouvez aussi utiliser des applications qui vous aident à limiter votre utilisation des réseaux sociaux. Je vous en donne 4 et je vous laisse regarder par vous-même si ça vous intéresse. Donc, il y a Space, SPACE, AppBlock, donc APP Block BLOCK, Flipped et Forect, donc FORECT. Un dernier conseil, je pense, c'est de faire des digital detox. Donc, c'est lié à ce que je viens de dire. Une digital detox, une vraie, c'est vraiment de ne plus avoir aucun écran, même la télé, l'ordinateur et tout, pendant une période de temps définie. Bon, clairement, on va pas se mentir, c'est très difficile à mettre en place concrètement. Après, ça dépend aussi de votre métier. Moi, je travaille sur l'ordinateur, c'est impossible en fait. Mais ce que je fais personnellement, c'est que comme je sais que ce qui me prend le plus de temps, c'est les vidéos que je vais voir sur Instagram et Facebook, bah, j'aime faire des journées entières sans aller sur ces applications-là, sans aller sur mon portable en fait. Et je vous conseille d'avoir au moins une journée en vrai dans votre semaine où vous n'allez pas sur votre portable, par exemple le dimanche, où vous laissez vraiment votre portable dans un coin. Ou alors faire ça sur des plages horaires, c'est-à-dire que bah, je sais que de 9 heures à 18 heures, je me connecte pas. Vous pouvez vous dire ça. Après, il faut faire attention à ne pas s'accorder les réseaux sociaux du coup juste avant d'aller dormir parce que ça peut clairement impacter votre sommeil avec la lumière bleue du portable et le fait que bah, les écrans juste avant de dormir, c'est pas génial. Je dis ça, mais ça m'arrive souvent de le faire, hein. Mais voilà, franchement, je vous conseille ces digital detox, au moins temporaire, quelques heures par jour pour vraiment limiter votre temps d'écran. Vous pouvez aussi d'ailleurs, je sais qu'iPhone fait ça, j'imagine que les autres smartphones le font aussi, mais regardez votre temps d'écran par application par semaine. Moi, je sais que mon iPhone m'envoie un rapport de ça chaque lundi, et je trouve ça bien aussi de regarder en fait juste pour prendre conscience du temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut rien que ça peut aider à faire comme un sorte de mini prise de conscience pour bah, justement diminuer quoi. Voilà, je vous ai donné pas mal de conseils concrets. J'espère que ça va vous aider. Je voudrais terminer en donnant un autre conseil, mais qui est très spécifique. On me dit souvent que j'inspire d'autres personnes malades à faire ce que je fais sur les réseaux sociaux, à savoir aider les autres. Alors déjà, ça me touche beaucoup quand on me dit ça, mais je vais vous reparler un peu de mon vécu par rapport à ça. En 2020, j'avais lancé mon compte alors qu'en fait, j'étais pas totalement guérie. J'étais en quasi-guérison. J'en avais parlé dans un épisode de podcast. J'allais vraiment mieux. Et moi, j'avais aussi envie de partager mon vécu, d'en faire quelque chose de positif, en fait, cette maladie. Et d'un coup, j'ai eu plein de messages de personnes qui vivaient ce que j'avais vécu ou que je vivais encore à ce moment-là. Et j'ai ressenti en fait une oppression où les réseaux sociaux dans les TCA
devenait en fait ma nouvelle vie en quelque sorte, alors que je cherchais à me reconstruire indépendamment de la maladie. Comme je l'ai dit, ça fait partie de la guérison. Et au final, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, sans rien dire à personne, parce que ça me portait préjudice dans ma guérison. Je suis partie 17 mois des réseaux sociaux, le temps de guérir totalement et de faire une vraie coupure entre le moment où je guérissais et le moment où je voulais en faire une force et aider les autres. Et pour moi, cette coupure, elle a vraiment été indispensable. C'est vraiment important pour moi d'avoir une coupure pour vous, comme pour ceux que vous voulez aider, pour apporter une aide plus saine et être capable de vraiment prendre un véritable recul sur ce que vous entendez et où lirez et où verrez avec d'autres personnes. C'est vraiment important d'être sûr que votre guérison, elle est consolidée, elle est solide, pour pas en fait vous impacter, mais aussi impacter les autres, parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais quand on est encore dans la maladie, on apporte des conseils qui sont du coup biaisés parce qu'on a toujours un peu des petits restes de la maladie. Donc, je tenais vraiment à le dire. Pour autant, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Et quand je dis ça, c'est vraiment avec la plus grande bienveillance. C'est super de vouloir aider les autres, d'en faire une force, de témoigner. Je pense que vraiment, ça aide clairement les autres et qu'on en a besoin. Mais pensez à vous aussi avant, à consolider votre guérison avant tout. Donc voilà, vraiment, encore une fois, c'est un conseil bienveillant que je vous donne là. On arrive à la fin, j'espère que cet épisode vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Spotify et à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça, vraiment, ça m'aide à savoir ce que vous pensez du podcast, si ça vous aide, si ça vous apporte du positif, et puis ça me permet de me soutenir. Et puis, mettez aussi vos propres conseils en commentaire de l'article de blog correspondant à cet épisode de podcast. Je le mettrai en description de cet épisode, ou alors vous pouvez directement le retrouver sur norainNoflower.com. Ça peut être vraiment sympa de partager ça aux autres pour enrichir ce contenu. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!